Alors, la suite. Donc en fait, pour connecter ce réseau-là à Internet, en fait, par exemple ici, notre réseau au lycée, nous on a choisi d'utiliser des adresses en 10.10.0.0. On a aussi un réseau 10.20. Donc en fait, c'est un peu comme le schéma que je vous avais fait à côté, il n'y a pas qu'un seul réseau, il y en a plusieurs. D'accord. Donc en fait ici, physiquement, ici vous avez une liaison là avec un routeur ici vers un autre réseau qui est par exemple le 10.20. Donc le 10.20 c'est le réseau qui est en 806, le réseau 10.10 c'est le réseau avec tous les serveurs, etc. Bon, et puis ici on a notre box. Et puis en fait, quand on veut installer un réseau qui est éventuellement connecté à Internet, mais qui est indépendant d'Internet, eh bien, on peut choisir des adresses qui ont été réservées pour ça. Et ces adresses qui ont été réservées pour ça, bah, vous les avez page 10. Donc, ils vous ont fait cadeau, ils ont réservé une adresse de classe A, des adresses de classe B, des adresses de classe C. Donc, en fait, ici, dans les classes A, en fait, on a une adresse qui va... On peut utiliser toutes les adresses qui vont de 10.000 jusqu'à 10.255.255.255. D'accord. Donc là, on a carrément une des 126 réseaux de classe A qui est réservée pour faire des réseaux locaux. Donc il n'a été donné à aucun opérateur ou aucune entreprise qui désire mettre ses serveurs sur Internet. Ça a été réservé pour vos réseaux locaux. Et tout le monde peut utiliser ces adresses en 10. On a aussi la possibilité d'utiliser 172.16 de 00 jusqu'à 255.255, mais on a aussi la possibilité d'utiliser 172.17, 18, 19, 20 jusqu'à 172.31. Et dans ce réseau 172.31, la dernière adresse possible, c'est 255.255. On a aussi la possibilité de choisir une adresse de réseau de classe C. Donc en fait, ici, la seule qui est possible, c'est tout ce qui... Enfin, toutes les adresses qui sont possibles sont les adresses qui commencent par 192.168 à partir de 00 jusqu'à 192.168, 255, 255. Bon, vous apercevez qu'ici, ça correspond à une adresse vraiment de classe A. La dernière adresse de classe C, en fait, c'est plein d'adresses, hein, parce qu'en fait, normalement, une adresse de classe C, ça s'arrête là. D'accord. En fait, là, ils vous ont donné... Donc, en fait, une adresse de classe C, c'est un réseau qui fait 256 adresses. Hein. Moins la première, moins la dernière, ça fait 254. Et en fait, ici, vous avez du réseau 0 jusqu'au réseau 255. Et dans chacun des réseaux, vous avez de 0 jusqu'à 255 machines. D'accord. Donc en fait, ça fait 256 réseaux de 256 adresses. D'accord. Ça fait quand même un gros paquet. Donc au lycée, nous on a choisi une adresse dans le réseau 10. Alors pourquoi le réseau 10 ? C'est le plus grand. Donc en fait, c'est celui qui offre le plus de possibilités. Et puis quand on veut faire des sous-réseaux, par exemple ici vous avez le réseau des développeurs qui est en 10.30.0.0. Mais en fait, c'est pratique parce qu'en fait on peut prendre carrément un octet. On a tellement de place dans ce réseau de classe A qu'en fait on peut quasiment prendre un octet pour désigner un service. Donc par exemple ici c'est le réseau 10, c'est le réseau des serveurs, le 20 c'est le réseau en 806, le 30 c'est le réseau en 810. D'accord. Donc en fait ça offre plus de possibilités que si jamais on veut travailler uniquement avec 192, 168, en fait là on a moins de place. D'accord. Bon, puis en petite raison complémentaire, sur un pavé numérique d'ordinateur, c'est plus simple de taper 10.0.1 par exemple que 192, 168, etc., etc. Donc en fait, il y a un petit peu de fainéantise dedans. C'est pour ça qu'on a choisi le réseau 10. Bien, alors, ces adresses, là, je vous dis qu'en fait, les adresses ne sont jamais routées sur les routeurs Internet. Alors, à quoi ça correspond, ce truc-là? Mais en fait, si jamais je suis dans ce réseau ici, par exemple, et puis ce poste ici, il veut envoyer un message, par exemple, à Microsoft qui est là-bas. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son adresse IP source, l'adresse IP destination. Donc par exemple, l'adresse IP destination, je vais mettre 8.8.8
10.8, ça c'est un serveur DNS de Google par exemple. Et puis l'adresse IP source, il va mettre 10.10.3.15 par exemple. Donc en fait, et cette trame, il va l'envoyer au routeur ici. Et le routeur, il va envoyer ça, et ça va prendre un chemin qui va bien pour arriver jusqu'au DNS de Google. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'adresse de destination, ça c'est une vraie adresse. C'est pas une adresse en 10, c'est pas une adresse en 72.16, c'est pas une adresse en 192.168. Donc la trame, elle va partir, elle peut arriver à destination. Le problème c'est quand le serveur ici va vouloir nous répondre. Qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, on va inverser adresse destination, adresse source. C'est-à-dire que lui, il va dire je suis 8.8.8.8 et j'envoie à 10.10.3.15. Or ça, le premier routeur qui est ici, quand il va voir cette adresse-là, il va dire mais où est-ce qu'il est ce réseau-là? Bon, un routeur ici, il ne connaît pas forcément tous les réseaux, mais de proche en proche, il peut s'approcher de la solution, puis à la fin, on sait où il est le réseau. Mais là, ce réseau 10, il est partout. Toutes les écoles d'ingénieurs, tous les centres de recherche, toutes les mairies, tous les hôpitaux, etc., ont fait des adresses. Ils avaient le choix entre l'adresse en 10, en 192, 168 et puis en 172, 16. Tous ceux qui ont choisi l'adresse 10, mais il y en a des milliers de réseaux comme ça. Donc ça veut dire que le routeur qui est ici, mais quand il va vouloir répondre, quand il va vouloir envoyer la trame pour qu'elle aille jusqu'à mon poste, là, en fait, c'est pas qu'il n'a pas, pas le choix, il a trop le choix. C'est-à-dire qu'en fait, des réseaux connectés à Internet et qui utilisent l'adresse 10, mais il y en a des centaines, des milliers sur Internet. Donc en fait, la trame, il ne va pas l'envoyer. Donc vous n'aurez pas de réponse, donc bon, vous ne pouvez pas travailler, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? On va directement au but. Ici dans la box, vous avez coché une case qui s'appelle du NAT. Et en fait, le routeur qui est ici, la box, en fait, elle va faire comme si c'était elle qui posait la question. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai fait voir, je m'étais connecté sur un site qui était FrameIP. Et FrameIP, en fait, il m'affichait l'adresse pour lui, c'était mon adresse, quoi. Et cette adresse, c'était une adresse en 83.153.150. Je sais plus combien, 40. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette adresse-là? C'est l'adresse que mon fournisseur d'accès, Free, m'a donnée pour accéder à Internet. Et en fait, ma box qui est ici, en appliquant le protocole NAT, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, elle va corriger la trame, et ici, elle va virer cette adresse-là, qui n'est pas correcte, et elle va mettre la sienne, 83.153.150.40. Donc ici, donc en fait, la trame arrive chez Google, Google essaye de me répondre, et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser les adresses. Donc en fait ici, il va retrouver ça, il va mettre 83.153.150.40. Et ça, ce réseau-là, il existe. C'est ce réseau-là, c'est le réseau de Free. Donc en fait, ici, la trame de réponse, en fait, elle va repasser, alors peut-être par le même chemin ou par un autre chemin, ça dépend. Et en fait, on va arriver ici. Et qui est-ce qui a posé la question? Cette machine-là. Cette machine-là, c'est qui? C'est votre box. Donc en fait, le réseau de Free va communiquer la réponse à la box. Et la box, qu'est-ce qu'elle fait? Là, si jamais, il va falloir qu'elle renvoie la réponse à votre machine. Là. Bon, naturellement, la modification qu'elle a faite ici pour faire partir votre trame, elle va la refaire à l'envers. D'accord? Donc ici, elle va dire, en fait, c'est pas moi qui ai posé la question, c'est le poste qui était en 10.10.3.15. Et elle va refaire partir la réponse ici, et en fait, moi, je vais récupérer la réponse. Voilà le principe du NAT. C'est ce qui vous permet, dans un réseau avec une adresse qui est complètement banalisée, que des milliers ou des millions de personnes utilisent sur Internet, donc qui n'est pas votre propriété, et bien en fait, avec cette adresse-là, on peut quand même sortir sur Internet en faisant du NAT. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important pour les étudiants qui vont passer en réseau. Et puis pour les développeurs aussi, si vous voulez comprendre comment ça marche le réseau. Mais voilà. Donc voilà. Donc en fait, voilà les trois adresses qui
que vous pouvez utiliser pour définir vos réseaux à vous. Voilà. Alors, derrière, on continue ici. Alors, en fait, c'est sur les noms des machines. Les adresses IP, au début, ils étaient très peu nombreux. Au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus de gens dans Internet, au début, c'était un réseau très confidentiel, avec des mainframes, simplement. Par exemple, on donnait un nom à un poste 6. Et puis, c'est plus pratique quand on commence à avoir une vingtaine de personnes à qui j'envoie des messages régulièrement. Et bien, en fait, plutôt que de mémoriser leurs adresses IP, c'est quand même pas très sympathique. Et bien en fait, ici, je fais une correspondance avec un nom de poste. Et donc, c'est plus agréable. Alors, en fait, quand on transpose ça sur une entreprise où il y a 200 personnes, ça veut dire que des lignes comme ça, je vais en avoir 200. Donc en fait, j'écris une adresse IP, un nom, une adresse IP, un nom, entrée, une adresse IP, un nom, entrée, une adresse IP, un nom, entrée, etc. Et là, des lignes, je vais en avoir 200, 300, 2000. Donc là, si jamais il y a quelqu'un qui change de nom ou change d'adresse IP, il faut mettre à jour tous les postes. Et ça, c'est très compliqué à faire. Donc, est-ce qu'on est abouti à quoi? On va mettre ça dans un fichier. Et puis, le fichier, par exemple, à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur et que vous mettez votre login et votre mot de passe, à chaque fois que vous loguez, vous démarrez une session, eh bien, on va télécharger ce fichier. Et comme ça, tous les 2000 personnes de l'entreprise, en fait, ils ont l'annuaire de toute l'entreprise. Donc ça, c'était la première solution. La première solution, c'était donc de fabriquer un fichier host. Donc c'est un fichier d'hôte, donc d'ordinateur. Donc sous Linux, il est dans le répertoire ETC à la racine. Ça, c'est la racine. Et là-dedans, voilà, qu'est-ce que vous avez là-dedans dans ce fichier host? Tout ça. Alors Microsoft, quand il s'est mis à gérer des réseaux, il a copié un peu ça, et en fait, il l'a appelé LAN Manager Host. Donc le même fichier, exactement la même tête, etc. Sous Linux, il s'appelle host. Sous Windows, il s'appelle lmhost. Bon, et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était compliqué, là, parce qu'en fait, si jamais on fait des mises à jour de cette table-là, eh bien, tant que vous n'êtes pas logué, vous avez encore l'ancienne version, quoi. Donc en fait, on s'est dit, on va plus, éventuellement, on peut toujours utiliser le fichier. Mais si éventuellement une autre solution, c'est de plus utiliser le fichier et en fait de fabriquer un serveur. Et dans ce serveur, on posera la question au serveur, je cherche le nom, j'ai le nom d'un poste et moi je demande son adresse IP. Le serveur, lui, il a le fichier. Le fichier, il n'est plus qu'une seule fois sur le serveur, il n'est plus sur les postes. Et en fait, on peut faire la correspondance. Donc ce fichier-là, ce serveur qui est là, il a été concrétisé chez Microsoft et en fait il s'appelle le serveur Wins. Alors c'est un serveur qui a un petit peu mauvaise réputation parce que peut-être qu'il ne donnait pas tout à fait satisfaction sur des gros réseaux, etc., etc. Depuis on est passé au DNS. Qu'est-ce qui change? Le nom, c'est plus simplement poste 6, etc. Par exemple, dans votre réseau à vous, ce serait poste 6. .sio.lan. Donc éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On pourrait dire que là, qu'est-ce qui se passe? On va voir tous les postes sont dans sio.lan. On peut changer avec DNS, on a la possibilité de changer un petit peu le nom. Ça pourrait être poste 6. .slam. .sio.lan. Naturellement, je peux aussi avoir un poste 6. .sisr.sio.lan. D'accord? Donc en fait, ce poste-là et ce poste-là, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est dans SLAM et puis l'autre dans SISR. Donc plutôt que d'avoir une longue liste là de 2000 postes dans une grosse structure, en fait ici, comme je fais des subdivisions, un petit peu comme je fais des sous-directories, d'accord? Et bien en fait, naturellement ici, je récupère que quelques postes. Donc ça, on appelle ce genre de fichier, on appelle ce fichier-là un fichier à plat. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont l'une en dessous de l'autre. Quand vous avez 2000 lignes, c'est absolument ingérable. Ici, c'est une structure en arborescence. Et donc, en fait, dans chaque service, on n'a que quelques postes. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile à gérer.
Donc voilà, donc en fait, depuis quelques années, en fait, Microsoft, son Active Directory, donc c'est le logiciel qui gère vos logins, vos passwords, vos droits sur les fichiers, etc., etc., etc. En fait, il est passé d'une forme de serveur Wins maintenant à du DNS, et donc en fait, Wins, on s'en occupe plus. Et dès que vous installez Active Directory de Microsoft, en fait, vous avez un DNS intégré. Et chez nous, le DNS, notre réseau s'appelle SEO.LAN. D'accord? On fait une petite pause.